Le pari de l'entrepreneuriat pour devenir riche, honnêtement, je le trouve pas exceptionnel. Et on a vu le succès de vente privée, et on a visualisé vraiment ce que c'est qu'un entrepreneur charismatique et le succès qu'il a eu avec vente privée. Je pense que ça nous a beaucoup inspiré. Les mecs, ils y arrivent pas trop, donc ils vont chercher du cash. Non, tu vas chercher du cash quand tu y arrives. Putain, là, on a fait une vente, c'est genre 25 camions de marchandises qu'on a vendues dans la journée, tu vois. On perd en fait cette notion en faisant du e-commerce. Bon, c'est un kiff, tu vois. On a adoré ces années, et je pense que si tu parles avec les gens qui m'entourent, objectivement, la première année, la deuxième année, évidemment, The Braderie, c'était naze. Le lancement d'une boîte, c'est jamais exceptionnel. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade de The Braderie qui fait que c'est vraiment kiffant d'être dans The Braderie. La boîte tourne bien, elle est rentable. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le tout premier épisode de notre podcast vidéo Au-delà du panier by Unlimited. C'est le podcast vidéo qui va vous permettre de rencontrer des entrepreneurs de grandes entreprises e-commerce à succès et de rentrer dans les coulisses un petit peu de comment monter justement ces boîtes. Ces entrepreneurs nous montrent les coulisses de leur entreprise, de leur e-commerce et on va du coup en savoir plus sur leurs conseils, apprentissages, échecs et stratégies de développement. Donc que vous soyez un entrepreneur aguerri, un chef de projet digital ou tout simplement passionné par l'e-commerce, montez le son et rendez-vous au premier million. Aujourd'hui, on a l'honneur, la chance de recevoir quelqu'un qui est assez habitué de l'exercice, Edouard. Enchanté, Salut. merci d'être Enchanté. là. L'honneur, je sais pas, mais en tout cas, le plaisir partagé. Plaisir partagé, Edouard Caraco, cofondateur de The Braderie. Exactement. En la position d'expert aujourd'hui, nous avons celui qui paye les factures pour réaliser ce podcast et accessoirement expert en stratégie de financement, Julien Zerbib, fondateur et CEO de Unlimited. Bonjour Sacha. Bonjour Julien, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, j'étais pas là ce matin au bureau, donc m'en veux pas, on bossait sur l'émission. Merci à tous les deux d'être là, messieurs, dames, prêts à ajouter ces astuces et conseils à votre panier. Sans plus tarder, c'est parti. Edouard, est-ce que tu peux nous parler de toi ? L'objectif, c'est qu'on en sache plus vraiment sur toi. Donc, pour démarrer, il suffit que tu nous parles vraiment de tes débuts entrepreneuriaux, d'où tu viens et vraiment quelles ont été tes premières boîtes. Bah écoute, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Edouard Caraco, je vais avoir 30 ans là dans une semaine. J'ai grandi à Paris. À Paris, j'ai fait la rencontre de Tim, qui est mon associé depuis qu'on a 18 ans et en fait, on est potes depuis qu'on a 10 ans. Donc en fait, mon parcours entrepreneurial, il est très lié aussi à cette rencontre et finalement à l'amitié puis à la relation de travail qu'on a développée tous les deux. Après notre bac, on est parti vivre à Londres. On a fait nos études là-bas, on était à la même école à Londres. Et à Londres, on a monté notre première boîte pendant nos études. Donc à 18 ans, on avait vu l'arrivée d'Airbnb sur le marché européen. La complexité que c'est d'avoir un appartement et de le mettre sur Airbnb quand t'es pas là, donc la gestion des clés, le roulement des draps, etc. Et on a lancé à l'époque, on faisait partie des premières conciergeries Airbnb et à Londres, ouais. On a eu jusqu'à une 60aine d'appartements sous gestion. Wow. Et c'était notre première expérience entrepreneuriale, on avait 18 ans et finalement on n'allait plus en cours et on s'occupait de ça à 100%. Et tu voyais un peu la décorrélation entre le fait que les études, ça nous intéressait pas tant que ça. Okay. Et pourtant, on faisait le ménage toute la journée pour nos propres appartements. On avait des femmes de ménage, mais ça nous arrivait aussi très souvent de mettre les mains dans le cambouis. Et on a adoré ça. Donc je pense que, tu vois, on avait, depuis tout jeune, tu vois, depuis qu'on a 10, 12, 15 ans, on en parlait beaucoup tous les deux, tu vois, dans notre vision de la vie, vision du travail. Et tu vois, je pense que la liberté que l'entrepreneuriat t'apporte, ça nous a toujours excités. Et en fait, on l'a mis directement à exécution dès 18 ans. En fait, nous, depuis, donc ça fait 12 ans qu'on est entrepreneurs tous les deux et entrepreneurs ensemble. Et ça a été notre premier, je dirais, le coup de foudre avec l'entrepreneuriat. Génial. Justement, moi, ça m'étonnait quand même de te voir si jeune entreprendre. Enfin, c'est étonnant aussi, c'est pas courant. Est-ce que tu as un entourage qui t'a poussé à devenir entrepreneur comme ça si jeune, à te dire « Attends, mais là, il y a Airbnb, il y a un truc à faire, viens, on se lance, c'est bon, c'est parti ». Alors, moi, mes parents sont médecins, donc ils sont à leur manière un peu entrepreneurs, parce qu'ils sont libres, tu vois, dans leur façon d'exercer. Et je pense que tu vois l'entrepreneur qu'on a visualisé devant nous et qui a eu un succès assez exceptionnel pendant notre jeunesse, c'est Michael Benabou. En fait, on a eu la chance d'évoluer un peu autour de lui. Okay. Et parce que son fils est un de nos meilleurs amis. Et on a vu le succès de vente privée et on a
on a visualisé vraiment ce que c'est qu'un entrepreneur charismatique et le succès qu'il a eu avec Vente Privée. Je pense que ça nous a beaucoup inspiré. Et on s'est, je pense que tu vois, on s'est dit, putain, mais en fait, c'est possible, c'est faisable. L'entrepreneuriat, c'est une voie qui existe. Et on l'a visualisé à travers lui et tu vois, le développement qu'il a pu avoir Vente Privée, le succès du e-commerce. Et en fait, tout ça, on s'est dit, putain, il n'existe pas seulement une voie qui est le travail traditionnel que tu peux imaginer en allant travailler, en sortant d'une école de commerce, dans un cabinet de conseil ou dans une boîte en finance. Et c'est ça, je pense, qui nous a un peu appelé vers l'entrepreneuriat, en plus de nous, notre envie de liberté que t'apporte l'entrepreneuriat. Donc l'un et l'autre nous ont beaucoup plu. Et donc le projet Kiwi, je crois, c'est ça ? Ouais. Le projet Kiwi ou même le second qui est Wing. Logistique. Ouais. C'est plutôt, tu t'es dit, ok, là j'ai envie d'entreprendre, il y a cette idée, j'y vais, je le fais sur ça. Ou c'est l'idée et l'opportunité de voir quelque chose d'entreprendre et tu t'es dit, ok, là c'est intéressant, c'est peut-être maintenant qu'il faut que je me lance. En fait, avec Tim, on n'est pas des... ou en tout cas, on l'a pas été. On n'a pas été des visionnaires. À aucun moment, je pense que, tu vois, on est arrivé... Il y a des entrepreneurs qui sont vraiment des visionnaires. Je pense que ce soit un Elon Musk ou d'autres entrepreneurs, même des entrepreneurs français, tu vois, le mec qui a monté Sorar, tu dis, bon, il a vraiment eu une idée, il est allé au fond de son idée. Au début, tout le monde lui disait que c'était de la merde et personne ne comprenait vraiment ce qu'il disait et il s'est lancé tout seul. Nous, on est des entrepreneurs qui sommes, en tout cas aujourd'hui dans ce qu'on a monté, beaucoup plus des opportunistes. Tu vois, on voit une opportunité, je pense qu'on n'est pas mauvais pour l'identifier et surtout on est des très bons exécutants. Donc à partir du moment où on a identifié l'opportunité et qu'on considère qu'il faut qu'on y aille, quand on y va, on va vraiment dérouler tous les deux, on est très complémentaires et c'est ce qui nous permet d'aller rapidement sur un projet et rapidement lui donner forme. Si tu devais tirer vraiment 3 leçons de tes premières expériences avec Tim, du coup, forcément, parce que c'est ce qui a permis de construire ces projets, qu'est-ce que tu as retenu pour lancer The Braderie ? Alors, je ne m'y étais pas préparé, donc il faut que je réfléchisse 2 minutes. Je t'en prie. Mais déjà, je pense que là, pour moi, le sujet, c'est que le chemin soit sympa. Donc, tu vois... peu importe ce qui s'est passé sur The Braderie, nous on a eu beaucoup de chance et tu vois ça s'est super bien passé et tu vois aujourd'hui on est arrivé à un stade de The Braderie qui fait que c'est vraiment kiffant d'être dans The Braderie. La boîte tourne bien, elle est rentable. L'année dernière on a eu la chance, tu vois, de pouvoir être accompagné avec Showroom Privé, donc tu vois il y a plein de choses très positives qui se sont passées ces derniers temps sur The Braderie, mais du premier jour où on s'est mis à bosser sur The Braderie, on a kiffé. Et en fait, je trouve que ce qui est vraiment génial, c'est donc, je pense, de bien s'entourer. Moi, j'ai la chance d'être associé avec mon meilleur pote, mais je pense que quand les gens se lancent dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas uniquement se dire dans 3 ans, ça va être sympa. Parce que les 3 ans, ils sont tellement intenses que si tu ne passes pas un bon moment dans ce temps-là, qui est un temps long, bah, c'est quasiment impossible. Donc, je pense que tu vois, il faut déjà... bien prévoir que c'est une industrie qui te plaît, il faut bien prévoir les gens avec qui tu vas t'entourer, il faut vraiment se mettre dans une situation où il faut profiter de ça, tu vois. Et moi, j'en garde aujourd'hui, j'ai que des bons souvenirs, j'en garderai que des bons souvenirs. On a énormément rigolé dans tout le développement de The Braderie et on continue à rigoler tous les jours, tu vois. Alors cool. Après, moi, c'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon de vivre la vie, tu vois. Et d'entreprendre. Donc, c'est vraiment... faire en sorte que ce soit un moment hyper heureux, tu vois. Et je pense il faut que ce soit le cas. Alors après, moi, c'est ma vision de la vie, mais tout ce que j'entreprendrai et tout ce que je vais faire dans ma vie, il faut que ça tourne autour, en fait, et que ce soit générateur de bonheur. Parce que si c'est pas générateur de bonheur, honnêtement, quitte à ce que ce soit pas générateur de bonheur, le pari de l'entrepreneuriat pour devenir riche, honnêtement, je le trouve pas exceptionnel. C'est pas, tu fais mieux d'aller t'enfermer par rapport au temps qu'on a bossé sur The Braderie et tu tires la fonction espérance de tes gains. Honnêtement, l'entrepreneuriat, c'est peut-être le truc le plus pourri qui existe. Tu ferais beaucoup mieux d'aller bosser dans un fonds de private equity ou dans un cabinet de conseil. Tu vas aller beaucoup travailler aussi, mais tu es assuré d'être bien payé et d'avoir une carrière qui va t'assurer d'être bien payé dans 5, 10, 15, 20 ans, tu vois. Pendant 5, 10, 15, 20 ans, pardon. Sur l'entrepreneuriat, tu es assuré de rien. Donc,
Autant que ce soit joyeux. Autant et que ce soit kiffant. super. Parce que sinon, d'accord. en vrai, tu risques de rien gagner à la fin et qu'en plus, le chemin, il était pourri. Et, Donc, et comme aussi le chemin, effectivement, il y a beaucoup d'obstacles. Bon, je pense que Julien aussi a cette expertise ici de nous expliquer tout ça. Mais si c'est pas kiffant, putain, mais tu vas mourir. Tu vas Ouais. morfler 2 fois plus qu'un mec qui kiffe, qui est passionné. Ouais. Mais du Et coup, je trouve que ça se sent aussi quand tu échanges avec les gens, tu vois. Moi, je parle volontiers de The Braderie parce que je kiffe, tu vois. Genre, c'est mon plaisir, j'adore. Je suis fier de ce qu'on a monté, je suis fier de ce qu'est The Braderie aujourd'hui, je suis fier de l'équipe, je suis fier de l'association que j'ai avec Tim, je suis fier du développement et des projets qu'on a par la suite. Bon, c'est un kiff, tu vois. On a adoré ces années et je pense que si tu parles avec les gens qui m'entourent, objectivement, la première année, la deuxième année, évidemment, The Braderie, c'était naze. Enfin, tu vois, le lancement d'une boîte, c'est jamais exceptionnel. Et nous, on n'a jamais été en mode un peu fake it until you make it. Tu vois. Genre, moi, ça n'a jamais été mon truc de dire ça cartonne. Non, ça marche pas. Mais en revanche, on a toujours dégagé, je pense, une sorte d'énergie positive autour de The Braderie parce qu'en fait, on aimait ce qu'on faisait. Et je pense que ça, c'est vraiment important de bien savoir pourquoi tu entreprends. Qui fait ce que tu fais et te lancer dans le projet des The Braderie, ça a été finalement une des grosses ressources. Bien sûr. Tim, ça en a été une autre. Ouais. Quelles ont été aussi les autres et comment vraiment tu as démarré concrètement? Je pense déjà, c'est ta capacité à travailler. Tu vois, objectivement, la première année de The Braderie ou les 18 premiers mois, on a travaillé comme des malades. Tu vois, c'est... du lundi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les emballage des colis, tout le bordel. Donc en vrai, tu vois, ouais, tu vois, nous on était à Station F à un moment, on était tous les samedis, tous les dimanches à Station F vide, on entendait les mouches voler. Il y avait une autre start-up d'un copain qui s'appelle Antoine Scalia qui montait aussi en parallèle une start-up dans la crypto. Et tu vois, il a cartonné depuis. Et au final, on était les deux seuls à Station F à bosser le week-end. Mais encore une fois, vu qu'on kiffait ce qu'on faisait, ça venait pas trop nous. T'as plus d'agenda. On n'a pas. J'ai pas eu l'impression que c'était chiant, tu vois. Alors après, tu coupes quand même un petit peu. Je me souviens que le dîner, le jeudi soir, on arrivait pour le dessert. Enfin, tu vois, on a quand même mis de côté une grande partie de notre vie privée, mais sans aucun regret. C'était des années hyper enrichissantes. Mais en tout cas, c'est vrai que au moment où on s'est lancé, aujourd'hui, on continue de beaucoup travailler, mais avec une intensité quand même un peu différente. On travaille moins le week-end, on continue de beaucoup bosser. Mais voilà, au début, pour faire tourner la roue au départ, on a travaillé vraiment comme des malades. Mais ça s'est passé sans encombre. Okay. Il y a une notion que j'aime bien dans l'entrepreneuriat, c'est la notion d'escalier. C'est construire, consolider. La première étape de construction, j'ai entendu dire dans un autre podcast que tu l'avais fait avec les marques, en collaboration avec elles. Et ça m'a juste sauté à la gueule en me disant, mais complètement, quand tu as un projet, va chercher tout de suite tes consommateurs, va leur poser la question. Si tu vois que ça titille, c'est que tu es dans le vrai, c'est qu'il y a un truc à faire. Et il me semblait que tu l'avais fait au téléphone avec certaines marques. Ouais, en fait, tout comme je te disais qu'on n'est pas des visionnaires, tu vois, il y avait un côté un peu... tu as parlé d'opportunité tout à l'heure. Comment tu as identifié nous, ce qui nous intéresse, c'est comment tu as identifié cette opportunité, quoi. En fait, il y avait VP qui était vraiment le leader dans le secteur. Je pense que moi, je suis assez... on était avec Tim, on disait, putain, nous, on commande pas sur VP. C'est le leader européen du métier. Nos copines, elles commandaient pas sur VP. Ma mère commande sur VP depuis des années. Et ma mère commande sur VP. Et tu vois, en fait, t'avais ce truc où genre, ils étaient très forts pour cibler nos mamans, mais objectivement, ils n'étaient pas forts du tout pour cibler nos copines. Donc tu dis, il y a un sujet déjà de renouvellement de l'audience qui peut être pertinente. Et surtout, quand tu t'adresses aux marques, tu te rends compte qu'elles sont très intéressées de toucher les jeunes et pas vraiment ma mère. En fait, ma mère, si elle achète en discount aujourd'hui, la cliente de 50 ans qui achète en discount, elle n'aura jamais les moyens d'acheter full price. La cliente qui achète aujourd'hui en discount, finalement, si tu tires la courbe de son pouvoir d'achat, il va grandir. Et donc, potentiellement, c'est une cliente à recruter aujourd'hui en discount, mais que tu vas pouvoir convertir sur le long terme en full price. Et donc, nous, on s'est dit, attends, il y a un sujet. Les marques, elles veulent toucher les jeunes sur leur stock. Et aujourd'hui, VP leur permet pas. Peut-être que ça peut les intéresser de créer une plateforme qui leur permette de vendre leurs anciennes collections directement à des jeunes. Donc, on a commencé à appeler des marques. C'était
le début aussi d'Instagram dans le e-commerce. Et c'est vrai qu'Instagram, c'était un peu le mot magique à l'époque. Tu vois, tu disais, on va organiser des ventes privées sur Instagram. Bam, ça t'ouvrait des portes. Et pourquoi Instagram ? Parce que ça va vous permettre d'aller toucher une clientèle beaucoup plus jeune. Est-ce que ça vous intéresse ? Ah ouais, c'est charmé, super, machin. Comment est-ce que ça pourrait être mis en place ? Et en fait, nous, très vite, avec Tim, on a exécuté. On a en gros Tim a créé un Shopify un peu de toutes pièces. Ce qui était relativement facile à faire. Il a fait le site lui-même. Il a fait le site lui-même. Alors, relativement facile, il a bossé comme un malade, tu vois, pour vraiment vraiment faire l'effet d'éponge, tu vois, se nourrir de tout ce qui se faisait de mieux sur Instagram et sur Shopify, pardon. Et un mois après, en fait, on est parti s'enfermer à Biarritz après cette idée, ce concept. On est parti s'enfermer à Biarritz pendant un mois. Moi, j'appelais les marques. Tim, il bossait sur Shopify. Et quelques semaines après, on a lancé notre première vente. Donc en fait, entre le moment où on s'est dit ça pourrait être pertinent de créer une plateforme qui permettrait aux marques de vendre leurs anciennes collections à une clientèle jeune, un mois après, on avait la solution. C'est ça qui est dingue. Et moi, c'est cette vraiment question-là qui me taraude. C'est la question de l'offre et de la demande. T'es une marketplace. C'est l'éternelle question pour une marketplace. Comment tu as réussi à vendre à une marque une vente alors que tu n'avais pas forcément déjà d'audience, de communauté? Ou est-ce que tu crées d'abord la communauté pour lancer la première marque? Non, on allait chercher les marques d'abord. Okay. On allait chercher les marques d'abord. Et en fait, je pense que là-dessus, moi, je trouve que je suis hyper reconnaissant des premières marques qui nous ont fait confiance. Et tu vois, tu as toujours un peu ce cercle tu vois, du give back, tu vois, de marques qui se sont dit, bon, les deux jeunes, ils ont l'air plutôt sympas, ils sont souriants, ils me proposent un truc, je pense que je vais vendre 5 pièces, j'en ai rien à foutre, mais je vais le faire pour voir. On va leur faire confiance. Et on va leur faire confiance, exactement. Et tu as ce sujet, je trouve, qui est exceptionnel, mais c'est vraiment, moi, tu vois, il y a quelques marques que j'ai en tête. Je pense à Pablo, à Laurence Benamou qui nous a beaucoup aidé au départ. Je pense, tu vois, à ces quelques marques qui nous ont fait confiance vraiment au début où The Braderie, c'était rien, il y avait rien. Zéro. Et en fait, si on n'avait pas eu ces marques-là qui nous ont permis de mettre la machine en route, en fait, on aurait pédalé dans le vide, tu vois. Et comme tu l'as dit, c'est plus aussi de construire l'offre, c'est aussi tes meilleurs partenaires. Un, ils te font confiance, et deux, ils ont co-construit l'offre avec toi. Exactement. Donc, tu vois, là-dessus, il faut... et je pense que à notre échelle aussi, maintenant que on a de la chance, The Braderie s'est bien développé, avec Tim, on essaye quand même de passer du temps avec des jeunes entrepreneurs qui se lancent et qui... au-delà d'avoir besoin de conseils, tu vois, un coup de main, une intro, en fait, tu vois, on essaye toujours d'appuyer un petit peu parce qu'on sait que nous, au moment où on a lancé The Braderie, c'est ces quelques ficelles qui ont été tirées à notre avantage par des gens qui nous ont fait confiance, qui nous ont permis de se lancer. Et comme tu parlais d'escalier, finalement, c'était la première marche. Et en fait, à partir du moment où tu as une marque qui te fait confiance, en tout cas dans notre métier, ça te permet d'aller en chercher 3 autres, qui te permettent d'aller chercher en 3 autres. Et tu as en fait cet arbre qui se crée. Et aujourd'hui, on a, tu vois... c'est pas un chiffre qu'on suit, mais on a plusieurs centaines de marques partenaires. Et finalement, c'est grâce à ces premières marques, quelques marques qui nous ont fait confiance au début et qui nous ont permis de nous lancer. Et en fait, c'est sur ces marques-là qu'on s'est appuyé pour créer du marketing, pour aller chercher des clients qui eux-mêmes sont revenus pour le portefeuille de marques qui s'est développé. Et après, tu as le levier, la balance, tu as plus de communauté, tu peux chercher les plus grosses marques, etc. Exactement. Donc, tu as un cercle virtueux qui se met en place. Et la stratégie vraiment de croissance qui a fait propulser la marque, c'est vraiment le jeu de domino. C'est la marque, puis une autre marque, puis une autre marque qui parle à une autre marque, etc. Exactement. Une marque en attire d'autres. Exactement, mais je pense que c'est dans ton activité, c'est pareil. Enfin, tu vois, c'est ton à partir du moment où tu vas commencer, tu ouvres la porte d'une industrie, tu prends une marque d'une industrie. Si tu as la chance d'aller taper plutôt dans la partie sexy et haute de l'industrie, après ça fait un effet de ruissellement, donc c'est super important. On est fiers de quelques marques qu'on appelle clients de volume chez Unlimited. Le plus dur, comme tu le disais, c'était de signer les premiers clients. Bien sûr. Après, quand tu signes tes premiers clients, je pense que c'est toi, quand tu as dû faire ta première vente, c'est une victoire, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est cette adrénaline là de signer les premiers clients, etc. Elle est incroyable. Ouais, complètement. Elle est même totalement addictive. Addictive. Ouais. Je pense que là, tu dois en être à ta combienième vente. Je sais pas. T'as toujours la même adrénaline. En milliers, ouais. Enfin, moi, je suis tous les matins, tu vois, dans mon lit, à regarder les chiffres, à regarder toutes mes ventes, à regarder le week-end tout se passe aussi. Bien. Ouais, tous les jours. Et tu vois, j'envoie des messages sur Slack. Alors, j'essaye pas trop le week-end, mais j'envoie des messages sur Slack. Ça c'est pas comme ça faudrait le faire comme ci, ça faudrait le faire comme ça, ce prix là il me paraît bizarre. C'est notre bébé, tu vois. Aujourd'hui The Braderie avec Tim, c'est notre bébé. On
on l'aime, on veut que ce soit le plus fluide possible. Tu vois, moi, quand il y a des clients qui me contactent pour me dire mon colis n'a pas été livré ou ça a pas marché, ça me saoule profondément à chaque fois. Tu vois, on a un niveau d'exigence envers notre business qui est très élevé. Mais bon, c'est un kiff. Donc Slack du lundi au vendredi et WhatsApp les week-ends. J'essaie de pas trop embêter les équipes le week-end. WhatsApp. Tu vois, on a la chance d'utiliser Shopify qui est quand même une plateforme super facilement malléable. Ouais. Donc quand je peux modifier les trucs tout seul, je le fais tout seul. Ouais. C'est juste ma copine qui se fait réveiller par des bruits de clavier tous les week-ends, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, elle finit par s'y habituer. Avant que tu nous en dises plus sur quelques chiffres, tu as parlé de marques, je pense qu'il faut aussi les citer quelques-unes. À quel moment est arrivé le premier financement de chez The Braderie ? À quel moment a été le déclic en mode ok, là on a besoin un petit peu de thunes, étant donné que le business te permettait, et j'ai cru comprendre qu'il y avait finalement un BFR négatif, c'est ce qui est incroyable dans un business, tu gagnes du cash, ensuite tu payes les marques. Donc quel a été le déclic de te dire ok, on a besoin de thunes, et chez qui, comment t'as fait ? Ouais, alors t'as raison de parler de BFR négatif, qui est une notion qui est parfois pas très bien comprise par tout le monde, mais en gros nous, le BFR, donc c'est ton besoin de fonds de roulement, et nous on n'a pas de besoin, donc il est négatif. Exactement. Et donc en fait on n'a pas de besoin de cash pour la raison que tu expliquais, dans le sens où quand un client achète sur The Braderie, la commande elle est directement encaissé par The Braderie, donc moi je touche l'argent tout de suite. En revanche, le produit, c'est naturellement pas moi qui l'ai déjà payé. Je paye la marque après avoir expédié la commande. Et tu gardes ta commission. Et je garde ma commission en fait. C'est le cas de tes concurrents par exemple ? Ouais, c'est la norme. C'est la norme. Et donc, alors après, ça peut nous arriver pour des marques qui ont un besoin de cash un peu urgent, de faire des avances de cash. Tu vois, on peut essayer de s'arranger. Moi, je dirais, je travaille pas dans le but unique de créer du BFR. Tu vois, du cash sur mon compte. Donc en fait, là-dessus, on essaie d'être intelligent avec nos marques, c'est nos partenaires, et on est là aussi pour les aider. Donc on avait une croissance qui a commencé à se matérialiser. J'ai toujours du mal à me souvenir des années, mais genre je crois en 2019. Parce que la boîte a été créée en quelle année, si on fait la chronologie ? Les premières ventes, c'est début 2019. Non, fin 2018. Vous aviez un an au niveau du Covid, non ? Au moment du Covid, vous aviez déjà plus d'un an d'activité. Un an, exactement. Okay. Et en fait, on se retrouve dans une situation où on commence à faire 5 000, 15 000, 25 000, 35 000 euros de vente comme ça. Donc une croissance qui commence à être pertinente. Et en fait, on n'avait pas vraiment besoin de cash. C'était pas le cash qu'on allait chercher. C'est vraiment de se dire qu'est-ce qui nous manque pour accélérer. Donc ça va être plus de marques. Donc on est allé voir des investisseurs qui allaient nous permettre d'ouvrir des portes chez des marques. Donc on est allé activer le réseau, tu vois, de la mode et de cette typologie de marques-là qui nous ont fait confiance. Une expertise sur des sujets de scale. Donc, tu vois, on est allé voir Pierre-Édouard Sterrin qui, lui, il avait déjà hyper bien scalé Smartbox. Puis après, il avait beaucoup investi dans les 5-10 dernières années. Et donc, il avait vraiment cette expertise de développement. Et je pense que ce qui est pertinent avec Pierre-Édouard, c'est que lui, c'est un investisseur qui est qui est assez froid, moi que j'aime beaucoup, parce qu'en fait il est très rationnel. Okay. En fait il est super sympa, enfin moi je l'aime beaucoup, mais il est d'une rationalité qui est c'est sa rationalité qui le rend parfois un peu direct, tu vois, où en fait parfois. Tu vois il va te dire ok d'accord Edouard, ton business t'y crois, bah oui naturellement, vos chiffres sont bons, oui. Vos cohortes sont bonnes, oui. Qu'est-ce qui te manque ? Des marques. Ok, pourquoi tu recrutes pas 25 commerciaux ? Et en fait, tu es dans cette situation tu sais pas trop pourquoi tu le fais pas en fait. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il te challenge beaucoup là-dessus. En fait, il te dit, bah moi, s'il faut que je finance la boîte pour qu'on aille chercher 25 commerciaux, je le fais, je les mets l'argent sur la table. Si tu considères qu'on peut aller chercher 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards de chiffre d'affaires, et que ce qui te manque, c'est des marques. Et c'est là où, en fait, je trouve que sa vision, elle nous a aussi beaucoup challengé et elle nous a poussé à aller chercher une croissance vraiment exponentielle, tu vois. Donc, on a eu la chance d'avoir Pierre-Édouard avec nous et quelques investisseurs vraiment spécialistes qui nous ont permis d'aller ouvrir des marques. Donc, c'était vraiment plus que le cash, c'est vraiment été l'ouverture de réseau et vraiment ce qu'on appelle la smart money. Et c'est vraiment ce qui s'est passé chez nous. Après, bien que l'activité se développait et que le BFR on commençait à engranger du cash, on a eu besoin à un moment,
pour faire la deuxième marche dont tu parles de l'escalier, de recruter du monde. Tu vois, une DA pour s'assurer que le site il allait être joli, des commerciaux, tu vois, un peu une équipe qui allait nous permettre d'aller chercher l'étape de croissance suivante. Et on était ravis d'avoir recruté des gens à ce moment-là. Et c'est vrai que la levée nous a permis de l'avoir. Et on avait levé 1 360 000 euros dans mes souvenirs. Très précis, merci. Ouais, exactement. Okay, génial. Et justement, aujourd'hui, vous êtes combien chez The Braderie ? On est une petite cinquantaine. Ouais. Et c'est avec ces 50 personnes que vous avez atteint le record. Le record, t'es au courant, Julien, du record de The Braderie ? On est record plus d'1 million de commandes. 1 million de commandes, exactement. Sur Shopify, en France, c'est ça ? Alors, on est le premier site Shopify France à avoir fait 1 million de commandes. Ok. Ça représente quoi pour toi aujourd'hui, ce million de commandes ? Moi, je me souviens des premières, tu vois. Donc, c'est surtout ça ce qui nous fait marrer, c'est de se dire qu'avec Tim, on a emballé les premières centaines de commandes. On s'en souvient très bien, tu vois. Donc, on a livré des commandes nous-mêmes, on a fait plein de trucs nous-mêmes. Donc, après les chiottes, les livraisons. Exactement. Donc, en fait, on s'est retrouvé dans une situation où en fait, les chiffres, on perd un peu la notion des chiffres, tu vois. Où aujourd'hui, même nos équipes, tu vois, on fait des mois parfois, tu vois, on a pu faire 50, 60, 70, 80, presque 100 000 commandes dans un mois, tu vois. Et tu te rends pas compte ce que c'est. Mais tu vois, moi, je dis souvent à Lorraine, ma copine, je lui dis, putain, là, on a fait une vente, c'est genre 25 camions de marchandises qu'on a vendues dans la journée, tu vois. Et en fait, on perd en fait cette notion en faisant du e-commerce. Mais ce qui est génial aussi, c'est l'effet de scale qui est extraordinaire parce que tu peux vendre des millions sans avoir de magasin physique. Mais tu vois, on a une force de frappe dans la vie réelle qui est assez extraordinaire quand tu es capable de faire plus de 10 000 commandes dans une journée. Ça fait vraiment du volume. Et je pense que c'est ce qui nous rend super fiers aussi, tu vois, de voir dans la rue, quand tu vois des tote bags avec The Braderie, c'est des petits ego boost, tu vois. Il y a un tote bag dans la commande ? Ouais, ça nous arrive de mettre des tote bags dans la commande. Je t'explique, Edouard, j'ai commandé 4 lunettes Muller. Ouais, il n'y avait pas de tote bag. Attends, j'ai commandé, ça arrive. Ouais. J'ai commandé juste avant l'émission, je vais faire l'expérience jusqu'au bout. J'ai Alors, commandé, elles étaient moitié prix, C'est du dropshipment, je crois. C'est une marque espagnole, très simple, qui marche très bien. Moi, j'aime le design. Ouais, je trouvais 50 € un peu cher. Ouais. Et quand j'ai vu Love the Braderie, je me suis dit 20, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Ok, 20 par paire, ça va, c'est legit. Bah, pour te dire, on a dû vendre à peu près un peu plus de 5000 paires, je pense. Okay. Ils sont forts en marketing. Ils sont très chauds. Donc, ils ont fait une belle implantation. Mais en l'occurrence, vu que c'est eux qui expédient directement au client, t'auras pas le tote bag. Mais ça nous arrive de voir des gens avec le tote bag The Braderie, tu vois, et c'est hyper kiffant, tu vois. De voir en fait que notre activité, elle ne se limite pas à simplement un bureau dans le deuxième où on est une cinquantaine avec l'émulation positive que ça peut avoir et c'est top. Mais dans la vraie vie, tu vois, on a déjà vendu plusieurs millions de produits, déjà sans faire tourner une seule usine. Je pense que ça, c'est aussi une grande fierté, tu vois. On réveille des stocks endormis, tu vois. On vend des stocks qui sont des entrepôts. Donc en fait, on vide des entrepôts sans faire tourner d'usine. Donc il y a un côté très aussi vertueux, écologique du métier qu'on fait. Et ça, je pense que c'est un truc qu'on adore. Julien m'a dit que tu reversais, il me semble, une partie des... Ouais, ça nous arrive. En fait, on fait des opérations caritatives. Et sur certaines opérations, on reverse une partie des bénéfices à des œuvres caritatives. On l'a lancé pendant le Covid. Et là, on continue de le faire épisodiquement. On a dû verser plus de 100 000 € à des associations caritatives. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, The Braderie, c'est pas seulement un outil de vente, c'est aussi un moyen, je pense, très efficace pour des marques ou des associations de faire du marketing. On est un vrai média, tu vois, on a plusieurs centaines de milliers de personnes qui se connectent tous les jours sur l'application, le site, qui regardent, qui ouvrent nos newsletters. Et quand on parle aux associations, ce qu'elles nous disent, c'est que c'est pas seulement du cash qu'elles veulent, c'est de la visibilité. Et on leur met à disposition, tu vois, de la visibilité sur nos newsletters, sur nos encarts, sur notre site, sur notre app. Bien sûr. Et ça, on le fait avec grand plaisir. Donc ça, c'est un des objectifs futurs aussi de The Braderie. Et toi, finalement, ton objectif en tant qu'entrepreneur sur The Braderie, de dire, ok, ça marche bien, ça tourne bien, mais je me dois aujourd'hui d'entreprendre aussi vis-à-vis de ces associations. Donc ça, c'est aussi les objectifs futurs. Au-dessus du million de déjà commandes. quand même.
Et tu en fais déjà, évidemment, enfin, je veux dire, continuer. Ouais. La suite du million de commandes, c'est quoi l'objectif L'international. Je Ok. pense que tu vois, aujourd'hui, on est une boîte française. Mhm. On fait 95% de notre chiffre d'affaires, 92% de notre chiffre d'affaires en France. Le reste, en gros, c'est Benelux et un peu Espagne. Ah, vous êtes déjà en Europe. Alors. Ouais, mais objectivement, on est sur de l'Europe frontalière. Tu vois, la Belgique, c'est évidemment un autre pays, mais tu vois, c'est des commandes qui sont expédiées enfin, la langue est le français. Il y a des ponts qui sont vraiment bien faits entre la France et la Belgique. C'est quasiment un cousin, tu vois. C'est voire un frère. Donc nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est d'aller chercher de la croissance à l'international sur des pays avec un panier moyen élevé, parce que nous, on est sur un panier moyen qui est quand même relativement élevé. On va vendre des marques vraiment premium. Donc les sujets sur lesquels on va se concentrer là, au moins dès le second semestre 2023, c'est aller chercher de la croissance à l'international. Donc on regarde les États-Unis, le UK, la Suisse, et je pense qu'on va pouvoir aller chercher 5, 10, 15% de croissance. En tout cas, c'est ce qu'on espère, en déployant notre offre à l'international et en allant sourcer aussi des marques locales qu'on va pouvoir proposer à nos futurs clients locaux. Génial, merci. Une croissance, ça se finance. Ouais. Et ça, c'est aussi évident, effectivement. Alors, justement, dans cet aspect, aujourd'hui, j'aimerais bien que vous puissiez... j'aimerais bien avoir ta vision, Julien, justement, du financement. Est-ce que pour une entreprise e-commerce, aujourd'hui, toi qui es extérieur à l'e-commerce, mais qui travaille avec eux, tu prendrais pour démarrer un autofinancement, un financement externe comme tu as pu le faire au début, parce que tu t'en fous du cash en quelque sorte, c'est pas ce qui t'importe, mais c'est plutôt le savoir et l'expertise. Ou est-ce que tu vas aller chercher des solutions différentes? Je crois qu'en fait, Edouard a donné un très bon exemple de, pour moi, la première levée de fonds parfaite. C'est-à-dire avoir du cash déjà pour financer sa croissance, développer son activité. Tu parlais tout à l'heure de recrutement, etc. Mais moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant en fait dans ton premier tour de table, c'est de dire je vais aller chercher des gens qui vont m'ouvrir des portes. Et ça, en fait, beaucoup d'entrepreneurs l'oublient. Edouard l'a dit, et je suis 100% d'accord avec lui, c'est être un bon entrepreneur, c'est savoir aussi très bien s'entourer. Et il ne faut pas avoir peur, moi je pense au début d'une aventure, de bien s'entourer, alors d'associer. Bon, toi tu as eu la chance de pouvoir t'associer avec ton meilleur ami, d'autres non, parfois ça peut mal se passer. Donc le premier conseil, moi que j'ai retenu de ton expertise, c'est bien s'entourer, trouver de bons associés. C'est compliqué de lancer une boîte tout seul. Et la deuxième chose, c'est le réseau. Et le réseau, pour moi, c'est hyper important au-delà du financement. Et moi, je pense que grâce à certaines portes qui sont ouvertes dans ton tour de table, tu as pu justement avoir d'autres marques. Exactement. Etc. Et ça, c'est hyper important. Donc moi, ce que je pourrais dire aujourd'hui, avant d'aller chercher du financement, il faut bien s'entourer. Et le financement, c'est un deuxième sujet. Alors, quand arrive le deuxième sujet, évidemment, on a la chance en France d'avoir un très bon écosystème pour aller financer sa croissance grâce à la BPI qui propose plusieurs offres de financement. Les subventions de la région. On a aussi des aides régionales. On a la possibilité aussi d'aller pouvoir faire appel à sa banque avec la BPI qui se met aussi en caution. On a la possibilité aussi de faire des levées de fonds comme a pu faire Edouard. Et on a la possibilité aussi, quand on fait un petit peu de chiffre d'affaires, d'avoir accès à du RBF comme Unlimited. Et aujourd'hui, on a un panel de solutions dans cet écosystème qui fait que, comme Edouard l'a dit, financer sa croissance aujourd'hui, c'est beaucoup moins difficile qu'il y a quelques années. Oui, bien sûr. Juste avant que tu répondes, Edouard, c'est le petit spot publicitaire, évidemment, c'est important. On n'est pas obligé. Hein. On est obligé, c'est important parce que l'émission, elle est faite aussi pour t'écouter et elle est faite aussi pour essayer de partager une solution qui aujourd'hui est la nôtre, qui aujourd'hui est celle de Julien, celle de Unlimited. Est-ce que Julien, tu peux nous en dire plus en deux petites phrases? Unlimited permet aujourd'hui à des e-commerçants de financer leur croissance. On a des offres de financement sur mesure, justement pour, par exemple, les partenaires de The Braderie, puisqu'on leur permet aujourd'hui, dans un environnement de financement qui est assez compliqué avec la hausse des taux d'intérêt, les usines aussi qui complexifient aujourd'hui leurs conditions de paiement. Nous, on a créé des produits sur mesure pour permettre aux e-commerçants, ou plus généralement aux revendeurs online, de pouvoir financer leur stock avec un différé de paiement. Et l'avantage, la plus-value qu'on apporte,
c'est de leur permettre de rembourser en fonction de leurs ventes. Ce qui fait que les entrepreneurs e-commerçants se sentent quand même en sécurité. On pas ce stress de dire j'ai une échéance de paiement à la fin du mois, comment je vais faire? Et en fait, nous, avec cette offre qu'on a avec Unlimited, on a un financement qui s'adapte aux revenus du e-commerçant. Et on le fait via du financement de stock. On permet aussi de financer des dépenses publicitaires. On sait aujourd'hui sur du online, la partie acquisition aussi clé. Donc on a cette offre ads aussi avec la possibilité d'expertise de pouvoir donner des conseils. Et puis une troisième offre qu'on a lancée aussi, c'est le financement de bons de commande qui aujourd'hui permet à des e-commerçants ou je dirais des revendeurs un peu hybrides qui font du online, aussi du B2B, du wholesale, etc., de pouvoir ne pas attendre l'encaissement de leurs factures sur des bons de commande B2B. Donc, on peut aller bridger ce gap de trésorerie de 90 jours. Voilà pour l'explication. J'espère que ça... C'était très clair. Tu as des questions peut-être, Edouard? Non, mais écoute, moi, je connais bien Julien. Comment vous connaissez, on va pas se justement? le cacher. On a des très bons amis en commun C'est qui ça. nous ont présentés. Donc maintenant, on peut se dire que nous sommes tous les deux amis, je pense. C'est ça. Ouais. C'est fabuleux. Mais J'ai voilà, hâte donc, d'être ami avec toi, Edouard. Edouard était invité à mon mariage. Bon, il n'a pas eu le... C'était en septembre et j'étais À la dans rentrée. dans un tunnel, Dans un tunnel. de la rentrée, toujours très complexe. Ok. Mais Pour merci pour l'invitation. On est amis, j'ai tu pas l'as eu la dit. chance. Exactement. encore. Je t'inviterai à mon mariage, Julien. Pour revenir sur l'offre de financement, Ouais. vraiment simplement, qu'est-ce que tu conseillerais à un e-commerce qui se démarre aujourd'hui avec ton expérience sur une marketplace, mais tu côtoies aujourd'hui tous les marques Ouais. e-commerce, et vraiment quels sont tes conseils pour lever des fonds? Clairement, tu as parlé de passion tout à l'heure, je pense que c'est un facteur très important. Ouais. La passion d'entreprendre, tu es sur ton projet. Dis-nous en plus. Déjà, il y a deux questions dans ta question. Ouais. Je pense que au niveau du financement de sa croissance, déjà, il faut bien comprendre les units economics de son business. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire des ads, qui vont aller se mettre des objectifs de CAC, mais qui vont pas bien calculer la lifetime value de leurs acheteurs. Et je pense que ça, c'est finalement ultra important de savoir combien tu es prêt à payer pour une commande, mais est-ce que cette commande va revenir? Comment tu vas les faire revenir? Et en fait, je trouve que tu as un gros sujet de manque de visibilité chez les e-commerçants, un peu global, où tu vois, mais on vient de voir l'exemple de VanMoof qui vient de faire faillite. Tu te dis, mais T'as un cobaye ou un VanMoof, j'ai justement? un cobaye. T'as un cobaye. Mais tu te dis, mais comment en fait, tu te rends compte que les mecs, ils ont juste pas fait tourner un tableau Excel, quoi. Alors après, j'imagine qu'ils l'ont fait tourner et qu'ils sont et que voilà, mais juste ils ont fait des très mauvaises assumptions. Et tu te retrouves peut-être un peu trop souvent, je trouve, dans des cas de figure où en fait les gens ils dépensent de façon un peu, je pense, avec un manque de visibilité. Ok. Le marketing, ça reste pour nos activités en ligne un énorme, Clé. c'est clé. Tu as tout à fait raison de le dire. C'est quand même un gros pan de notre budget. Bah, il faut dépenser de façon très rigoureuse, mais bien le traquer, donc ton CAC, et surtout bien savoir qu'est-ce que tu achètes. Est-ce que tu achètes un client qui vient venir une fois? Est-ce que tu arrives à faire revenir ton client? Est-ce que tu arrives à mieux le faire revenir quand il achète ça, VS quand il achète ça? Bah, donc dans ces cas-là, le CAC sur ça, VS le CAC sur l'autre, il faut bien que tu analyses tout ça. Complètement. Et je trouve que, tu vois, nous par exemple, on s'est rendu compte que les acheteurs, ils se comportaient beaucoup mieux quand ils achetaient via l'application que quand ils n'achètent pas via l'application. J'ai acheté via le site. Bah, tu vois, mais ils restent beaucoup plus dans le temps parce qu'une fois que tu as l'application, Mais je l'ai on va téléchargé. pouvoir te retargeter via des push notifications qui Yes. sont beaucoup plus que via les newsletters. Enfin, tout ça est assez logique. Donc, tu te rends compte que si tu arrives à ramener un client sur un premier achat sur l'application, ou en tout cas de transformer des clients via l'application, tu vas finalement, la lifetime value de ton acheteur va être bien supérieure à si tu ne le fais pas via l'application. Et donc, notre willingness to pay un acheteur sur l'app est bien plus élevé que la willingness to pay un acheteur Tout à sur fait. le site. Tout à fait. Mais ça, chaque e-commerçant, même sans application, il doit pouvoir se rendre compte qu'il a des produits sur lesquels
il va pouvoir réussir à avoir un réachat beaucoup plus fort. En tout cas, moi, je pense que si là, je retravaillerais sur une nouvelle boîte, ce qui n'est pas du tout le cas, hein, parce qu'on est à fond sur The Braderie, mais j'essaierais de réfléchir, en tout cas en tant qu'e-commerçant, à, oui, une stratégie marketing, mais une stratégie marketing sur laquelle j'ai une vraie stratégie produit derrière, avec, je penserais, le lifetime value de mon acheteur. Expérience utilisateur de bout en bout. De bout en bout, j'achète, rachète. mais est-ce que, en fait, aujourd'hui, si t'es e-commerçant et que le mec il vient acheter une fois chez toi, ça sert pas à grand chose, quoi. Objectivement, à moins que ton panier moyen il soit comme un matelas à 1000 balles, si c'est pour vendre un produit à 50 balles, tu vas jamais gagner ta vie, déjà quoi. Payer 20-25 euros aujourd'hui. C'est impossible. Ouais. Donc, je pense que tu as un gros sujet de bien identifier les opportunités sur le e-commerce, et avant de tabler le marketing, ça va juste te ramener plus de monde sur ton business. Mais il faut déjà s'assurer que son business il soit viable et sain, tu vois. Viable économiquement. Économiquement. Tu parlais du CAC, il faut parler aussi des niveaux de marge, etc. Exactement. Donc là-dessus, je pense que tu vois, il y a un vrai sujet. Déjà, c'est le CAC, il est intéressant que quand tu compares à la marge. Si tu fais ton CAC sur ton Yes, CA total, enfin tout ça, je pense qu'il y a un vrai travail déjà d'identification et de pilotage qui est trop souvent peu fait ou mal fait. Et ça, c'est un gros sujet, je pense. Et du coup, le financement arrive, ils se disent j'ai besoin de thunes. J'ai besoin de thunes, mais tu vas mettre plus de thunes dans un truc où tu te coupes les jambes et tu te coupes les jambes. Et le seul qui gagne, c'est Facebook, tu vois. Donc en vrai, il faut déjà bien nettoyer tout ça, je pense, pour arriver avec un truc très sain, tu vois, un truc qui brille, bien nettoyé, avec des cohortes qui sont bien analysées, et arriver au moment vraiment quand tu vas voir les investisseurs sur lequel il ne reste plus qu'à appuyer. Et je pense que ça, c'est le vrai déclenchement aussi quand tu vas chercher du cash extérieur. Et parfois, je trouve que je vois trop d'entre-deux où en fait, les mecs, ils n'y arrivent pas trop, donc ils vont chercher du cash. Non, tu vas chercher du cash quand tu y arrives. Ou alors quand tu t'es pas lancé du tout, et dans ces cas-là, tu vas développer une boîte et tu arrives. En fait, moi, trop souvent, je trouve que les dossiers que je vois, ils n'y arrivent pas trop, c'est déjà un peu cher. Et ils veulent du cash parce qu'ils pensent que le cash, ça va résoudre tous leurs problèmes. Le cash, ça résout zéro problème en fait. Le cash, ça peut te permettre d'accélérer un truc, une roue qui tourne bien. Mais ça va pas Enfin, plus tu mets d'argent, plus ton CAC va être élevé. Hein. Ça va pas baisser ton CAC. Donc tu te retrouves plutôt dans des sujets je pense, de bon pilotage. Et voilà. Nous, avec Tim, on est des commerçants. Tu vois, donc c'est notre vision aussi des choses. Et je pense que tu vois, il faut que les gens gardent un bon sens commerçant, tu vois. Un bon sens commerçant, ça veut dire avoir bien analysé tes units économiques, ça veut dire bien comprendre ce que tes clients veulent retrouver, être des bons vendeurs, tu vois. Je pense que aujourd'hui, tu me mets sur mon site, tu me donnes un produit que j'ai sur mon site, je réussirai à te le vendre. Je pense que tu vois, c'est vraiment important de savoir, tu vois, être des bons vendeurs. Et parfois. Et parfois, ce bon sens commerçant, les gens le perdent un petit peu de vue, alors même que je pense que c'est la vertu première des choses. C'est ce qui t'a permis du coup de lever des fonds. C'est vraiment le conseil que tu te donnes. C'est exactement. Avec un truc simple. Bien connaître, je pense qu'il disait, c'est comment piloter son entreprise. Ouais. Mais d'ailleurs, toi, concrètement, dans les faits, est-ce que vous avez monté vos propres outils de gestion avec toutes tes units économiques? Est-ce que tu as développé autour de Shopify? Ça aussi, tu vois, c'est intéressant de savoir. Ouais, alors comment on construit cette machine, en fait, cette sorte de cockpit pour pouvoir bien suivre tous tes ratios. Est-ce que comment on va finir à la fin du mois? Est-ce qu'on a fait nos marges, etc. Comment vous avez fait, vous, dès le début? Ouais, alors Shopify, c'est l'usine à gaz de The Braderie. Donc, tu vois, nous, on est un e-commerçant, donc on utilise la solution Shopify pour vendre. Et donc, c'est vraiment c'est la pierre angulaire de The Braderie. Donc, on fait des exports de Shopify qu'on travaille avec un suivi des cohortes vraiment précis et un suivi du CAC. Donc, on va regarder le CAC, les cohortes, et c'est comme ça qu'on fait un pilotage relativement précis. Après, je sais qu'il y a d'autres boîtes, il y a des boîtes qui s'appellent genre Triple Whale ou des trucs comme ça qui te permettent de suivre ça. Honnêtement, nous, on l'a fait nous-mêmes, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui sont... Vous avez développé votre propre outil Ouais. En fait, tu vois, on a un dashboard de suivi de KPIs précis. Et ce dashboard, il est lié
à Facebook, enfin différents endroits qu'on dépense notre argent L'attribution. et l'attribution. Et après, évidemment aussi aux résultats qu'on a sur Shopify. Merci, Edouard. Il y a une petite rubrique dans l'émission qui est assez Ouais. cool. C'est juste une question, tu réponds en une phrase. Ouais. La première, donc c'est une rubrique qu'on a appelée crayon papier. Très bien. Il faut noter tes réponses Eh bah. parce qu'elles sont pertinentes. La première question. Tout à l'heure, tu as parlé justement de contrôler et de maîtriser sa croissance. Ouais. Croissance rapide ou croissance durable? Croissance rapide ou croissance C'est durable? une question piège, ça, non? Bah, ça peut être les deux. Ça peut être les deux, ça peut être Les l'un deux sont d'après pas l'autre. l'inverse. En fait, c'est durable, ça veut pas dire grand-chose. Ok. Enfin, en tout cas, croissance rapide, ça n'a qu'un seul sens. Durable, ça peut en avoir plusieurs. En fait, la croissance, il faut qu'elle soit saine. Il faut croissance viable. Mhm. Tu vois, sinon, ça n'a pas d'intérêt de faire de la croissance. Tu avais déjà répondu à la question, effectivement, Ok. vis-à-vis de ça. Vente journalière ou vente flash hebdo? Alors nous, dans notre métier, c'est des ventes flash journalières. Ok. Donc, on lance des ventes tous les jours. Et, ça te permet de Aujourd'hui, créer une avec quoi habitude. Aujourd'hui, on avait Icône Lingerie, qui est une Ok. marque de lingerie. J'ai reçu, je crois, la notif justement. Bah, très bien. Et demain? Pour faire des cadeaux à Demain, mesdames, nous c'est ça avons... Faire Demain, on des a... cadeaux à mesdames. Exactement. Demain, on a une marque de maillot de bain. Ok. L'avantage de travailler sur des lancements tous les jours, c'est que ça crée une habitude. Et ça permet en fait, ça donne une envie aux gens de venir voir tous les jours ce que tu lances. Et donc, en fait, ça te crée cette habitude chez les gens. C'est un trafic naturel et donc c'est un trafic gratuit. Et c'est ce cercle vertueux que tu arrives à organiser. Si tu leur mets à disposition des belles offres tous les jours, les gens ils vont vouloir découvrir toutes les offres que tu as leur proposées. Donc, ils vont se reconnecter directement chez toi naturellement tous les jours. Et ça c'est pour des e-commerçants, c'est le rêve. Magnifique. Merci. Les ventes de fin de saison ou les ventes d'excédent? C'est la même chose. C'est vrai? La fin de saison, c'est les excédents de ce que tu n'as pas vendu pendant Sur ta cette saison. Ouais. Mais si, par exemple, moi, je suis une marque, j'ai toutes les saisons, j'ai tout le temps 100 références qui sont à vendre. Alors, dans le cycle de vie d'un produit, le produit, disons, été 2023, il arrive, ça dépend, mais en début de saison, assez naturellement, et il passe toute la saison dans le magasin des marques ou sur le site de la marque, puis arrivent les soldes de la marque qui commencent à travailler sur l'écoulement finalement de la saison actuelle, et à la fin de cette même saison, il reste toujours entre 10 et 20% du stock. Et c'est à ce moment-là que nous arrivons, et donc en fait, c'est la fin de saison, mais ça s'apparente aussi à de l'excédent de stock. Donc les marques, soit c'est à ce moment-là qu'on arrive, soit les marques en fait nous confient de stock, et comme c'est souvent de l'été, ou enfin on travaille en saison décalée, nous on va travailler sur ce stock-là l'année suivante. Mais pas que, j'ai vu souvent que par exemple vous pouviez faire des OP spécialisés avec des marques et pas que faire du Ouais, on fait stock, aussi des opérations sur du stock actuel pour des marques qui ont besoin d'un coup de pouce de trafic, et ça marche aussi super bien. Donc tu vois, là-dessus, nous on est un créateur d'événements pour les marques, on est un générateur de trafic et on est un générateur de cash. Donc en fait, l'événement il est souvent autour d'un prix, et donc pour aller chercher un prix, les marques elles sont plus à même de te proposer un prix discounté quand c'est un stock des anciennes collections, et donc elles ont déjà essayé d'écouler eux-mêmes à leur propre communauté, soit en full price, soit en discount. C'est la raison pour laquelle on a dans la majeure partie des cas accès à un stock des anciennes collections, mais ça nous arrive aussi d'avoir accès à du stock beaucoup plus frais. Et c'est d'ailleurs une activité qu'on développe très bien cette année, où les marques, en fait, même quand elles font un moins 15, un moins 20, un moins 25%, sur des marques pointues, assez difficiles d'accès, on arrive à faire des super bons scores. Donc, tu vois, nous-mêmes, on découvre plein de trucs sur notre propre métier en testant toujours. Ok, très bien. Merci. Tu as parlé des marques. Tu veux te concentrer aujourd'hui, et The Braderie se concentre sur les marques connues ou potentiellement des jeunes créateurs aussi? C'est les deux. En fait, les marques, en tout cas nos clients, ils viennent chercher chez nous à la fois des marques connues et découvrir des nouvelles marques. Donc, par exemple. exactement. Donc tu vois, on va offrir à nos clients ce panel à la fois de marques ultra connues et des marques beaucoup moins connues, et c'est ce que les marques viennent chercher c'est ce que les clients viennent chercher chez nous tous les jours. Dans cette curiosité, tu as l'appel de l'offre sur une marque que tu adores, mais aussi la découverte d'une nouvelle marque que tu connaissais pas, et c'est ce qui vient créer cette habitude de connexion
quotidienne. Vous Et avez pour aussi les... dénicher des pépites, quoi. Exactement. Jacques Mus. Mais en l'occurrence, ouais, on travaille à la fois avec des marques très désirables, des marques qu'on fait découvrir à nos clients. Et pour les marques, donc il y a les marques désirables qui ont un besoin d'écoulement de stock. Et il y a des marques qui sont plus en recherche de visibilité. Donc tu vois, chaque marque vient chercher chez nous des choses aussi différentes. Tu as parlé tout à l'heure d'internationalisation. Ouais. Du coup, aujourd'hui, c'est travailler avec des marques françaises ou travailler avec des marques internationales dans chaque pays? Parce que je me dis que tu peux vendre des marques françaises aux US quand tu iras aux US. En fait, il y a des ponts intéressants à faire. Maintenant, il ne faut pas penser que en arrivant avec notre offre française, les États-Unis nous attendent. Personne ne nous attend. Enfin, tu vois, faut se lever tôt pour faire du business aux US. Oui, d'accord. Et donc, on va arriver avec notre offre actuelle, parce que voilà, on a la chance d'arriver avec une offre qui est construite, mais on va essayer d'aller sourcer des marques locales aussi. Donc, il y a ça qui nous reste évidemment à construire. Donc le prochain step, c'est ouverture d'un bureau, pourquoi pas The Braderie aux US. Ouais, on n'est pas du tout fermé à l'idée, tu vois. On va y aller déjà en prise de température, voir comment ça fonctionne, voir comment ça se développe. Encore une fois, tu vois, en termes de croissance rapide, croissance durable, tu vois, nous, le premier step n'est pas d'ouvrir un bureau, c'est vraiment, tu vois, de prendre le pouls du marché, comprendre le marché, identifier s'il y a une opportunité ou pas. Pour ce faire, bah, il faut faire. Donc, on va y aller, on va faire depuis Paris. Et puis, si on voit que ça fonctionne et que ça nécessite qu'on y aille plus fort, bah ouais, on ouvre un bureau probablement là-bas. Ok, merci. On passe un petit peu vers la fin de l'émission. L'objectif, c'est de parler du futur du e-commerce. Ouais. Aujourd'hui, les marques, on a pu voir certaines marques DNVB qui se transforment en ONVB. Ouais. Ils deviennent vraiment omnichannel. Tu as parlé tout à l'heure du retail. Justement, nous, on permet aussi... Des business hybrides, quoi. C'est des business hybrides. Complètement. On permet vraiment à ces marques d'aller aussi en physique. Ouais. Le business de The Braderie repose quand même sur du surstock. Ouais. Ça a été le point de départ aussi. Et bien sûr. La marque s'est créée sur ça. Aujourd'hui, si par exemple, je dirais comment tu conseillerais les marques aujourd'hui pour ne pas du coup, trop produire tout en gardant justement la proposition de valeur de The Braderie? Déjà, moi, je les encourage pas à trop produire parce que moi, mon business, il est pas sur la surproduction. Il est sur le cycle de vie classique d'un produit. En fait, si une marque, elle me donne trop de pièces, ça veut dire que ça n'a pas marché, tu vois. Mais moi, c'est pas pour autant qu'il n'y a zéro... tu vois, dans une année, par exemple, là, tu as vu la semaine qu'il fait, il pleut, on est en juillet, bah, le mec qui est en train de vendre des maillots de bain, il l'a dans le cul, tu vois. Dans une année, tout se passe pas toujours comme tu veux. Donc en fait, moi, je conseille les marques de produire leur bon niveau de stock. Et il y a des années, ils vont avoir besoin de moi, il y a des années, ils vont pas avoir besoin de moi. Mais en fait, nous, on n'encourage pas les marques à surproduire. On les encourage à produire justement. Mais produire justement, c'est aussi se laisser la chance qu'un produit fonctionne très bien. Et donc, potentiellement, générer un peu de stock si le produit il fonctionne moins bien que ce que tu avais prévu. Donc, moi, je suis plus dans une logique, tu vois, de partenariat avec les marques. Elles savent qu'on est là. Si un jour, il y a un besoin d'ajustement, bah, on saura le faire, mais on est un ajustement. On n'est pas un partenaire obligatoire. Et en fait, c'est là où c'est pertinent, parce que moi, si une marque, elle m'inonde de stock, bah, ça veut dire qu'elle-même, elle a inondé ses clients avec des réductions. Et donc moi, c'est-à-dire que mon stock, personne n'en veut, en fait, tu vois. Moi, je joue sur la scarcity. C'est intéressant s'il n'y en a pas beaucoup. Si on a beaucoup, ça intéresse personne. Si le stock, il est à moins 60, disponible partout, tout le temps, quand tu veux, bah moi je vais arriver avec moins 60 qui s'intéressera à personne. Et ça c'est un critère de sélection pour rentrer bien sûr, chez The Braderie. Objectivement, moi la marque, il faut que ce soit une offre qui est exceptionnelle. Si mes clients ils ont l'impression que le stock il est disponible partout, ils vont se connecter, ils vont se dire putain en fait The Braderie ils n'ont pas fait leur boulot. Leur boulot c'est de me sélectionner des offres exceptionnelles. Donc mécaniquement c'est de travailler avec des marques qui ne jouent pas le jeu de la surproduction, parce que sinon moi mon offre elle est jamais exceptionnelle. Donc nous on va sélectionner des marques qui travaillent sur une offre vraiment intéressante, qualitative, désirable, confidentielle. Tu vois, la désirabilité, ça reste la clé je considère, de n'importe quel métier. Tu vois, c'est un bon sens. C'est un bon sens commerçant, encore une fois. Et donc moi, tu vois, la surproduction, c'est pas du tout... moi, j'encourage pas du tout les marques à surproduire. J'encourage les marques à produire de façon raisonnable. Et faut pas penser, hein, les marques aussi, c'est pas les grands méchants loups, tu vois. Moi, je travaille avec beaucoup de marques. Je petit déjeune, je déjeune tous les jours avec des marques. Et c'est toujours des gens
moi que je trouve déjà très sympa, très conscient des choses, Ils sont dans le réel. dans le réel. En tout cas, nous, on a de la chance de travailler avec des belles marques premium, tu vois, qui ont une bonne compréhension du marché. Et avant même qu'il y ait déjà eu tous les, je dirais ce courant tout à fait positif, tu vois, de la prise de conscience écologique, les marques, elles avaient déjà pris conscience en fait. C'est pas des grands méchants loups qu'on n'a rien à foutre, qui se disent la planète, on en a rien à foutre, pas du tout. Ils ont eux-mêmes déjà pris conscience et avant même qu'on leur dise quoi que ce soit, ils avaient déjà entamé des métamorphoses de leur propre business, tu vois. Après, tout n'est pas possible, tu vois, le Made in France c'est très complexe, il y a plein de sujets qui font qu'il y a des blocages qui sont encore à casser, tu vois, pour qu'il y ait une production beaucoup plus raisonnable. Mais d'elles-mêmes, les marques, elles ont vraiment une prise de conscience, je trouve, intéressante. Mais parce qu'elles sont, en fait, encore une fois, c'est le bon sens commerçant. Les marques, elles savent qu'aujourd'hui, pour plaire à une communauté, pour plaire à une génération qui est très renseignée et qui est très intéressée par ces sujets, il faut que les marques, elles soient dans le coup, tu vois. Les marques qui sont pas dans le coup, bah, elles signent leur arrêt de mort, tu vois. Donc, et naturellement, les marques, elles n'ont pas envie de mourir. Donc, elles ont cette prise de conscience et elles le font d'elles-mêmes. Et typiquement, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Parce que toi, ce qui est assez intéressant dans ton business, c'est que tu as vu des marques, des créateurs plus généralement grandir avec The Braderie. Ouais. Et pour être au fait de tous ces sujets, tu disais prise de conscience, etc. Qu'est-ce que tu pourrais éventuellement leur conseiller que ce soit, je sais pas, sur la partie logistique, la partie fabrication, la partie finance. Quels sont les conseils que tu pourrais leur donner, par exemple? Bah, déjà d'avoir, tu vois, un bon niveau d'expertise sur tous les sujets. Et donc, tu vois, un business, c'est un tout. Et malheureusement, pour être bon sur le tout, il faut être bon sur chaque point du business, tu vois. Et donc, la logistique, c'est un gros sujet. Tu vois, même nous, je pense qu'on n'est pas suffisamment bon. Le service client, on n'est pas suffisamment bon. Donc, même moi, tu vois, si je me regarde dans le miroir, il y a plein de trucs sur lesquels moi, j'ai l'impression qu'on n'est vraiment pas suffisamment bon. Donc, on va passer beaucoup de temps là dans les prochains mois pour rehausser le niveau là-dessus. Donc, avant de donner des conseils aux autres, tu vois, on se remet vraiment tout le temps en question sur The Braderie parce que on n'a pas, tu vois, on n'a pas de baguette magique. Donc, je peux pas dire à un business quand je le vois, ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Honnêtement, souvent le mec, s'il le fait pas, c'est qu'il a ses propres raisons, tu vois. Donc, déjà, nous en interne, on essaie de bien regarder ce qu'on est capable de faire pour s'améliorer. Après, je pense que encore une fois, il faut bien comprendre son positionnement. Et le positionnement, aujourd'hui, je trouve ça assez compliqué. Il y a la concurrence du luxe. Et c'est difficile de se positionner entre un LVMH et un Mango Zara. Je trouve que le positionnement entre les deux, il est complexe. En tout cas, il faut bien le comprendre, bien l'identifier, bien le travailler. Et pour ça, en fait, le positionnement, c'est que de la désirabilité. Donc, il faut bien travailler cette désirabilité-là. Et c'est ce mix entre désirabilité et scale que les marques doivent bien agencer. Mais bon, après, les marques, elles le font très bien. Et de toute façon, il y a des très bons exemples. Je pense à Cézanne, qui évidemment est, je pense, une success story tellement incroyable, dont moi, que je suis de près. Je regarde toujours ce qu'ils font, l'unboxing. Enfin, tu vois, ils te surprennent toujours. Donc, c'est comme ça qu'ils créent la désirabilité. Tu vois, tu vas dans un magasin Cézanne, bien que moi, je ne sois pas particulièrement client, parce que il y a Octobre édition, mais je n'achète pas trop de fringues. Je trouve qu'ils sont vraiment très forts, tu vois, sur tous les différents points où ils peuvent être forts. Ils mettent le curseur à chaque fois tout en haut, tu vois. Et c'est en mettant le curseur tout en haut qu'ils arrivent à créer une désirabilité vraiment forte. Et donc se rendre désirable, ouais. Mais la valeur perçue est beaucoup plus élevée comme tu as pu dire, Sandro Mango ou autre. Exactement. Moi, c'est marrant quand tu disais le positionnement, parce que moi, quand je présente une marque à quelqu'un, je dis, tu vois, c'est entre, globalement, c'est entre Zara et truc. Ouais. C'est entre truc et truc. Ouais. Et tout de suite, il met le point dessus. Donc, Ouais. malheureusement, ces marques aussi, elles n'arrivent pas à se tirer de cette image du premier abord. Ouais, mais tu vois, c'est aussi là où, t'en parlais juste avant, les marques qui veulent se développer, je trouve que se développer uniquement en ligne, c'est quand même très compliqué. Ouais. En tout cas, quand tu es une marque et que tu veux faire vivre une expérience, aujourd'hui, le retail, ça reste, c'est loin d'être mort. Je trouve qu'il y a encore plein de concepts à faire, plein de concepts à inventer, plein de trucs à proposer. Et là-dessus, moi, j'y crois beaucoup. Je pense que demain, si je lançais une marque, j'essaierai de comprendre comment est-ce que je peux faire vivre la marque dans le physique et m'appuyer d'un site internet, tu vois.
Mais les gens, ils veulent des expériences. Tu vois, même nous, on le voit chez The Braderie, dès qu'on vend une expérience, ça peut être un cours de yoga, ça peut être un cours de sport. On a des très bons copains qui ont monté Punchboxing, je sais pas si vous y êtes déjà allé. Ça cartonne, ils ont vraiment créé un concept, créé une expérience. Ils ont été précis, pointilleux sur tous les points. Mais je pense que le physique, ça te permet ça, tu vois. Ça te permet vraiment de différencier parce que l'expérience, quand tu la vis, tu vois les choses, tu sens les choses, tu touches les choses. En fait, tu as beaucoup plus de sens qui sont mis à profit que quand tu achètes un truc sur Internet. Et donc, je pense que tu vois, si une marque, elle veut vraiment se positionner, créer une expérience forte en physique, c'est un très bon moyen de le faire. On pourrait voir un store éphémère The Braderie un jour? Ouais, alors on l'a déjà fait dans le passé. Ok. Mais je pense que ce qui est compliqué, c'est que, en fait, nous, ce qui est très compliqué, c'est que nous, d'une certaine façon, c'est pas du tout notre métier. Nous, on est vraiment des e-commerçants. C'est notre métier d'être des e-commerçants. Donc, le temps passé à créer de la plus-value, à faire un bon concept retail, on ferait mieux de le passer que sur Internet. Mais tu vois, à l'origine, quand on s'est lancé sur The Braderie, on avait fait des pop-up, tu vois. Et ça nous a permis de rassembler nos premiers clients, ça nous a permis de rassembler les marques, ça nous a permis de créer une expérience, tu vois, de se différencier, tu vois. Et donc, je pense que c'est essentiel de vraiment... Mais faire un truc sympa, tu vois, on faisait des verres, il y avait plein de monde qui venait, c'était cool, tu vois. Je pense qu'à ton échelle aujourd'hui, l'expérience que tu crées, c'est ce que j'ai cru comprendre aujourd'hui, tu as un retour facile sur la plateforme. Je peux facilement retourner mon produit, c'est une solution qui s'appelle Eline, il me semble. Ouais. On est partenaire d'Eline et Okay. c'est assez cool. Ouais. J'avais discuté justement avec le fondateur qui m'avait... Mehdi. Qui m'avait gentiment justement mis en exergue The Braderie. Et quand j'ai acheté, ça m'a rassuré. Je me suis dit, ok, je sais que si jamais ça va pas la paire, donc j'ai pris 2 paires un peu similaires de lunettes. Je reviens à mon expérience. Mais je me suis dit, ok, au pire, je me fais rembourser facilement. Et au pire, je peux échanger hyper facilement grâce à Eline. Donc vous avez mis en place ça aussi parce que ça compte l'expérience utilisateur jusque chez la personne. Ouais, bien sûr. J'espère que tu vas garder les deux. Hein. J'espère que je vais garder les 4. Non, mais les 4, t'as raison. J'ai acheté 4 paires, je me suis dit, mais t'as bien fait. Mais la réalité, c'est nous, notre métier, c'est de faire du e-commerce. Le e-commerce, c'est évidemment la mise en avant des produits, puis le parcours d'achat, puis la sécurité, et puis après le tracking, l'expédition, le suivi du colis, et jusqu'au retour et le remboursement. Et il faut être bon sur tous les différents points. Et objectivement, aujourd'hui, je pense qu'on est bon, mais il y a encore des paliers à aller chercher. Ouais. Donc là, ça va être notre grosse prio sur le deuxième semestre. Moi, si je peux revenir sur un truc, moi, ce qui m'avait... Parce que j'ai suivi ton aventure depuis les débuts, et moi, ce qui m'avait vraiment marqué par rapport à des concurrents, les gros qu'on a cités tout à l'heure, c'était votre capacité à mettre en valeur les marques. Et c'est ça, moi, qui m'a surpris par rapport à du vente privée, par exemple. Vous pouviez faire de la vente en masse, etc. Moi, ce qui m'a plu, c'était vraiment en fait que vous mettiez la marque en valeur. Je me rappelle de super shootings, de super vidéos où tu avais des produits qui étaient mis en valeur. Et moi, j'ai pas acheté, parce qu'au début, t'en avais beaucoup, c'était femme, au début, plutôt exactement. Consonance femme, je me rappelle. Sûrement ma femme a acheté, donc une bonne cliente aussi. Mais moi, c'est ça qui m'avait marqué en fait, c'était votre capacité à on en revient au sujet de désirabilité, tu vois. Et en fait, on apportait de la désirabilité à l'offre qu'on mettait en ligne. Mais c'est tout ça, tu vois. Merci de l'avoir vu déjà, parce que c'est beaucoup de boulot. En tout cas, l'équipe marketing chez nous et créateurs de contenu, c'est vraiment... Et vous êtes fait accompagner là-dessus ou c'est Alors, notre première recrue, c'est notre DA, Luce, qui est toujours avec nous aujourd'hui, donc depuis 4 ans maintenant. Et donc, tu vois, en fait, nous, dans les différentes compétences qu'on avait avec Tim, objectivement, la création de contenu, c'était pas notre fort. Donc, c'était un peu le pan qui... Tu vois, je sais pas, la corde qui manquait à notre arc, je sais pas comment on dit, mais c'est ça, hein. Mais voilà, donc on a tout de suite recruté quelqu'un, on a eu de la chance, on a recruté quelqu'un de génial qui nous accompagne jusqu'à encore aujourd'hui, tu vois, et qui fait un super boulot, qui a construit une très bonne équipe avec elle. Donc vraiment la création de contenu et donc la mise en avant des marques de façon qualitative, la protection de l'image, tu vois, générer un maximum de désirabilité autour des marques qu'on met en avant. C'est vraiment une grosse partie de notre business. La création de contenu, quoi. C'est un conseil que tu pourrais donner, c'est de mettre des moyens pour la création de contenu, pour justement générer cette désirabilité. Donner l'envie, ouais.
Et tu vois, je trouve justement que un Zara, par exemple, tu vas sur leur site internet, tu te prends une claque, c'est magnifique. Ils font des shootings de fou. Ils ont une expérience en ligne qui est beaucoup plus aboutie que l'expérience physique. Tu vois, dans un magasin Zara, objectivement, c'est pas un kiff. Ils sont pas beaux, les portants ils sont pas beaux, les trucs qui sont par les gens terre. ils courent un peu partout, il y a des trucs par terre. Objectivement, l'expérience d'achat, elle est enfin, tu vois, pas premium du tout. Elle est à enfin, tu vois, c'est vraiment un achat de besoin, je trouve. Mais c'est vrai que même sur l'app, elle est Et extraordinaire. sur l'app et sur le site, c'est un truc de malade. Ils font des shootings magnifiques, la mise en avant est top. Enfin, pour moi, ça fait vraiment partie des références que je regarde dans la mise en avant et dans la désirabilité du contenu. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, créer du contenu qualitatif, c'est plus comme avant. Enfin, tu vois, t'as plus besoin de prendre une mannequin star, un maquilleur, un coiffeur, photographe et machin. Moi, je vois, il y a deux filles que je connais bien, Léa et Louise Mélan, qui sont deux filles qui sont vraiment super douées dans la création de contenu. Et elles travaillent avec différentes marques et elles font du contenu, mais d'une qualité vraiment. La dernière marque qu'ils ont bossé, je les ai vus sur un bus. Bâche. Bâche, exact. Et tu ils vois, ont aussi créé une marque de bijoux, je crois, les deux, non? Ils ont non, pas créé leur propre marque, je crois pas. il me semblait. Mais elles ont, tu vois, elles font un contenu d'une qualité, mais vraiment, je vois ça, c'est qualité magazine, tu vois. Je me dis, elles sont. Moi, de toute façon, je suis toujours très admiratif des gens qui font bien leur boulot, tu vois. Et en l'occurrence, quand je vois la qualité du contenu qu'elles font, je me dis, putain, honnêtement, c'est vraiment du très très haut niveau. Et ça montre aussi la capacité aujourd'hui de pouvoir créer du contenu dans le monde dans lequel on vit, de façon qualitative, jeune, de façon, tu vois, très naturelle. Et je pense que c'est ce que les marques cherchent aujourd'hui, et c'est aussi ce que les clients viennent chercher. Justement, est-ce que tu pourrais tirer le portrait de l'e-consommateur? On a parlé des nouveautés e-commerce, c'est ce qu'il faut faire. L'e-consommateur en 2024-2025, comment il va se comporter? Même 2023. Hein. Alors, j'ai pas de boule de cristal, Non, mais, Mais, ton point de vue? mais tu vois, je pense que le consommateur, tu peux jamais le tromper. Donc, en fait, moi, je pense qu'il faut avoir, encore une fois, je me répète, mais un bon sens commerçant. Ouais. Et donc, en fait, il faut que tu aies un bon produit, que tu proposes au bon prix, au bon moment, et que tu le montres devant le bon client. Et si tu fais ça, ça a toujours marché depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, moi, ce que je fais, c'est rien d'autre que vendre un produit. J'essaye au bon moment, et j'essaye de la bonne marque, le bon produit au bon prix, au bon client. Mais t'allais en Grèce antique, il y avait déjà des magasins qui vendaient, je sais pas, une épée. Euh, Ils essayaient de la vendre au bon prix. Et ils essayaient de la montrer au bon mec, et ils essayaient d'être au bon endroit au moment où ce mec passait pour faire du commerce, tu vois. Et à partir du moment où en fait, on appelle ça un e-commerçant, mais t'es rien d'autre qu'un commerçant, en fait. Et le commerce, les règles du commerce, elles sont inchangées depuis la nuit des temps. Et donc, en fait, il faut pas penser réinventer la roue ou essayer de penser que les gens vont changer. Les gens vont pas changer. Peut-être qu'ils vont aller à un endroit plus qu'un autre, parce qu'il y a 20 ans, les gens, ils achetaient pas en ligne, mais maintenant, ils achètent en ligne. Mais la démarche, en fait, psychologiquement, l'achat est le même. C'est juste que il est déporté, mais c'est la même chose. Donc après, est-ce que dans 2 ans, il y aura un nouveau truc dans le e-commerce qui va se passer? Honnêtement, je sais pas. Il y a quand même Mais- le Covid qui a fortement rabattu les cartes. Quoi. Ouais, mais c'est juste, en fait, c'est ça. C'est juste que maintenant, les gens, ils sont plus à même à acheter en ligne. Mais l'acte d'achat, finalement, ça reste la même chose, tu vois. Si pour satisfaire un acheteur, il faut lui proposer le bon produit au bon prix, au bon moment, et faire en sorte qu'il soit livré rapidement, tu vois. Avec une bonne politique de vente, Exactement, lui permettre de retourner gratuitement, Ex- etc. exactement. C'est ce que, je retiens ce que tu as dit, faut pas lui usurper le consommateur. Ouais. Et puis même en B2B aujourd'hui, je dirais même qu'un business peut se comporter comme des consommateurs parce que il comprend son besoin, il comprend ta solution et donc il va te dire oui. Et on peut voir aujourd'hui, j'en ai vu dernièrement, là, pas plus tard que ce matin sur LinkedIn, un faux podcast. Et on parlait des fausses UGC, pardon, en fait c'était des influenceuses qui étaient payées. Aujourd'hui, c'est mort. Aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est le vrai, c'est mettre justement à profit les consommateurs de ces marques-là pour leur dire utilisez vos consommateurs, c'est eux votre meilleur porte-parole, c'est eux les ambassadeurs, c'est avec eux qu'il faut jouer.
Ouais, complètement. Mais encore une fois, c'est le bouche à oreille qui prend la forme, qui prend les codes de l'Internet et donc la force et la puissance d'Internet. Mais le bouche à oreille, ça existe depuis la nuit des temps, tu vois. Le mec qui a acheté son épée, si on lui avait dit que J'en l'épée, mets ton elle était épée. super, bah t'es Dingue. plus à même de l'acheter, tu vois. Donc je pense que, tu vois, ça encore, c'est... La clé, c'est le bon sens. Selon moi, en tout cas, dans le métier que moi j'opère, qui est un métier sur lequel moi je dis souvent à mes équipes, nos équipes, on n'envoie pas une fusée sur la Lune, tu vois. Donc restons simples et restons agiles, tu vois. Je pense que aussi la notion d'agilité, c'est une notion qui est très importante parce que dans un monde qui, même si les comportements restent les mêmes, les supports changent vite, tu vois. Tout change très rapidement, il faut être très rapide, très adaptable. Je trouve qu'on est dans une forme d'accélération globale de tout. Et il faut qu'on reste sur un rythme rapide. Et tu vois, je parlais avec un partenaire hier qui me disait, bah écoute, non, ça on pourra le sortir que Q1 2024. Et je lui dis, mais Q1 2024, c'est dans une vie en C'est fait. très Tu loin. vois, moi je me projette évidemment pour mon activité, mon business à loin, mais Q1 2024, limite, je lui dis, je m'en fous en fait. Tu vois, Toi, par on- exemple, tu as déjà un calendrier de tes opérations. j'ai de tu la vois. visibilité jusqu'à la fin de l'année. C'est Ok. pas fixé d'ici la fin de l'année, mais j'ai de la visibilité sur mes gros rendez-vous. Mais en l'occurrence, moi, réfléchir à est-ce que ça, on va le faire dans un an. Enfin, tu vois, moi, si on peut pas le faire tout de suite, j'y mets même pas de temps, tu Oui, vois. mais tu parlais tout à l'heure de fin de saison d'un produit. Ouais. C'est peut-être que lui anticipe qu'il a déjà des ventes ailleurs et Ah qu'il non, veut pas juste. c'était pas une marque, c'était un Ah, pardon, partenaire, excuse-moi. c'était un partenaire plus technique, tu vois. Ok. Et il me disait, ça va pouvoir sortir. Si ça Ok. sort Ok. on n'en parle même pas. Enfin, tu vois, dans Q1 2024, tu vois, c'est pas pour moi, c'est des échelles de temps qui sont trop longues. Et c'est important, tu vois, dans le monde dans lequel on vit, je pense, de rester dans pas l'instantanéité, parce qu'elle peut avoir aussi parfois des vices, mais dans une réactivité, une agilité permanente. C'est ce que tu conseilles aujourd'hui aux entrepreneurs que tu rencontres. Tu as parlé de cette notion-là. Je voudrais qu'on en revienne un tout petit peu. Euh, Tu conseilles qui aujourd'hui, si tu peux te permettre de donner au moins des industries? Ouais. Pourquoi? Est-ce que tu as des ambitions justement de devenir business angel vraiment, mais avec aussi de l'expérience? Pas simplement de mettre des thunes encore, c'est Ouais. pas que ça, c'est d'apporter du conseil. Ouais, alors, objectivement, pour aller mettre des thunes, il y a des mecs qui sont beaucoup plus forts que moi, parce qu'il y a des mecs qui en ont beaucoup plus à mettre que moi. Ok. Donc, tu vois, là-dessus, je pense que je serais T'es pas pas le la mec à personne voir. la plus pertinente. Ok. En revanche, avec Tim, on fait les projets ensemble. Et quand on choisit un projet, on va vraiment bosser dessus. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vraiment utiliser le réseau que nous, on a réussi à créer dans les 5 dernières années, tu vois. Mhm. Et nous, quand on a un projet et qu'on aligne les incentives, parce que bah, voilà, un business angel, c'est rien d'autre que aligner les incentives entre le business angel et l'entrepreneur. Bah, quand tu alignes les incentives et qu'on peut aider et qu'on passe du temps dessus, évidemment, ça a des vertus positives. Donc, on en fait peu. Tu vois, on n'est pas du tout dans une logique d'en faire beaucoup. On est dans une logique plutôt d'en faire peu, de recentrer sur peu d'investissement, peu Mhm. d'activités, mais de choisir de façon plus pointilleuse. Et aussi parce que finalement, simplement mettre de l'argent dans des boîtes, nous, ça nous apporte pas de plaisir. Quand tu vois, tu fais 15 boîtes, tu On reçois revient à la 15 notion de reports ou kiff, 20 reports, objectivement, tu finis par même plus les lire. Donc dans ces cas-là, je préfère limite confier l'argent à un fonds qui va le faire beaucoup mieux que moi. Mhm. Euh, Nous, ce qui est un kiff, c'est en revanche quand tu vois que tu peux aider une boîte et donc tu deviens pertinent et donc tu peux changer la destinée d'une aventure entrepreneuriale. Là, là, c'est cool et là, ça devient un kiff. Donc, encore une fois, c'est cette notion-là qui nous anime. Tu reproduis le modèle que tu as eu. Ouais, Tu le on transmets, essaye. D'être potentiellement aussi Là, dur on que sent- le On premier essaye. investisseur. On essaye, ouais. On sent quand même que ton expérience, enfin, on t'écoute depuis plus d'une heure maintenant, et on sent que tu as envie de partager des choses, même auprès de tes partenaires, les marques avec lesquelles tu travailles. Et ça, je trouve ça vraiment admirable, franchement, de vouloir transmettre, de vouloir donner des conseils, et surtout de pouvoir profiter d'une expertise comme la tienne dans un monde qui a, depuis 2019, qui a complètement changé, quoi. Bien sûr, ouais. Alors les codes, tu as dit un acheteur reste un acheteur, un vendeur reste un vendeur. Mais je trouve ça quand même admirable la manière dont vous avez évolué dans ce monde de Covid, dans ce monde de e-commerce qui a complètement évolué, quoi. Bah ouais, bah écoute, je pense que c'est ce que je disais, la réactivité, l'agilité,
ça te permet de t'adapter à toute situation. Alors après, nous, ça a été une situation qui a plutôt été bénéfique pour nous que l'inverse, parce que ça a propulsé le e-commerce. Donc, les acheteurs qui avaient des habitudes en magasin, ils se sont tournés en ligne. En ligne, tu as plutôt tendance à te tourner vers de la réduction. Et on était positionné vendeur en ligne en proposant des offres en réduction. Et en parallèle, il y avait les marques qui avaient des magasins fermés, donc qui accumulaient du stock et donc qui allaient devoir s'en débarrasser. Donc, tu as eu une sorte de période un peu utopique pour un acteur comme moi, tu vois. Ouais. Et ça nous a permis, tu vois, de changer de dimension, d'embaser beaucoup de marques, d'embaser beaucoup de monde. Et aujourd'hui, de continuer sur cette lancée, tu vois. Donc nous, honnêtement, ça a été une période très intense. On a beaucoup bossé pendant le Covid, mais qui nous a fait gagner plusieurs années de croissance. x10, c'est ça? Ouais, on a fait x10, ouais. Ouais, on est passé de 1 à 15. Et millions. d'ailleurs, tu parlais d'international, Ouais. mais j'ai vu aussi que vous lanciez des nouvelles verticales comme le voyage. Ouais. Parce que je suis quand même votre activité avec une grande attention. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire Ça tombe bien, c'était le mot de la fin. Ta prochaine question. C'était le mot de la fin. Non, c'est pas mais t'as raison. Peut-être Mais c'est un peu secret, je sais pas. non, mais... c'est pas du tout secret. En fait, tu vois, on a la chance d'avoir des clients qui sont fidèles et qui viennent découvrir tous les jours des offres qu'on leur propose. Et ce qu'ils viennent chercher chez nous, c'est de la découverte, c'est des offres, mais c'est aussi un peu, tu vois, c'est de se faire plaisir. Donc, tu vois, la notion du plaisir, je veux vraiment qu'elle soit au centre des offres qu'on propose sur The Braderie. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'expérience et le voyage, dans la génération dont on fait partie, c'est une énorme source de plaisir. Donc, tu vois, on essaye de partager des très belles offres de voyage que tu l'achètes ou que tu l'achètes pas, ça va animer un peu ta curiosité. Tu vas te dire, ah putain, il est sympa cet hôtel. Là, on a un bel hôtel à Venise qui se vend très bien. Bah, même si tu pars pas, t'es un peu parti à Venise, tu vois. Et parce que t'as regardé, t'as vu. Et donc, c'est ce qu'on essaye aussi de proposer, tu vois. On veut pas tabasser d'offres, tu vois. C'est pas notre vision des choses. On veut proposer une sélection qualitative d'offres, mais que ce soit dans la mode, dans le voyage, mais toujours tourner autour du plaisir. Parce qu'on considère que quand tu t'achètes une belle pièce de mode, quand tu bookes un week-end, quand tu vas prendre un abonnement dans une salle de sport, quand tu vas t'acheter une nouvelle paire de chaussures, quand tu vas t'acheter une crème qui te fait kiffer, demain on lance Olaplex aussi, c'est des cheveux, c'est des soins pour les cheveux, tout ça, c'est les gens, ils se font... Grosse marque DNVB, il me semble. Ouais, c'est très gros, ouais. Ça cartonne chez nous. En fait, les gens, ils se font plaisir en achetant chez The Braderie, en tout cas, on l'espère, et c'est ce qu'on veut continuer à véhiculer, tu vois, cette notion du plaisir, et que nous, on vit en interne, et qu'on veut partager à nos clients. Beau mot de la fin, très beau mot de la fin. Merci. Et Edouard, on arrive pile poil, il est 40. Et bah écoute, on est c'est pile parfait. poil. Merci avec plaisir d'avoir répondu à toutes ces Merci questions. à vous deux. On sent que tu es passionné par ce que tu fais et que tu as, comme l'a dit Julien, vraiment envie de transmettre. Donc ça, c'est cool à toutes les personnes qui nous regardent, à tous nos auditeurs. Plein de Encore petits une bons fois, conseils, plein de bons conseils. Exactement. Et je pense qu'on peut facilement du coup te contacter si on a un projet en tête, que ce soit e-commerce, SaaS ou autre. Sur LinkedIn, c'est parfait. Sur LinkedIn, c'est parfait, c'est cool. Réponds assez vite d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Suffisamment vite pour toi. Ouais. mais pas pour moi. Pas pour moi. Ah, je t'ai pas répondu ? Non. Ah merde, non, mais désolé. c'était il y a 3 jours. C'était juste histoire de te dire. Ouais. C'était juste pour te dire. Mais putain, j'ai vu le message. Ouais. Désolé. De toute façon, de toute Mais je l'ai manière, vu en vrai. On donc- n'est pas amis avec lui. Non, mais je l'ai Non, vu, mais pas en plus, encore. comme j'ai échangé avec Julien, je me suis dit oui. que ça suffisait. En plus, je t'ai rien dit. Je t'ai juste dit prépare-toi, ça va être la guerre. Ok, bah parfait. Écoute, je me suis Pas préparé et tout. Donc Voilà. parfait. Merci beaucoup à vous merci deux. à toi. Merci Julien. Merci à tous. Merci aussi à l'équipe de Gros Studio de nous Un avoir beau accueillis. premier épisode. Très beau premier épisode, une longue série à venir. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur Spotify, sur LinkedIn évidemment et retrouver tous nos profils. À très vite, salut à tous. Merci beaucoup. Well done guys. C'était top, hein. Bravo. C'est cool. C'est sympa, non?